Jusqu'ici, nous avons travaillé avec des types simples, des entiers, des chaînes de caractères, none et des booléens. Néanmoins, à un moment, nous voudrons travailler avec plusieurs chaînes, plusieurs entrées, plusieurs booléens. Et à ce moment-là, il faudra quelque chose pour les grouper entre eux. Il existe des objets spéciaux, qu'on appelle structures de données, qui sont des collections d'éléments. Ces collections nous permettent de garder plusieurs éléments les uns avec les autres. Les collections ont des propriétés différentes. Certaines collections sont ordonnées, d'autres n'acceptent pas de doublons. Certaines sont rapides pour certaines manipulations, d'autres sont lentes pour d'autres manipulations. Avant de commencer à attaquer les listes et les tuples, je vais vous faire un tout petit point vocabulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Python a une philosophie qui s'appelle le duck typing. Le duck typing, duck qui signifie canard en anglais, et typing qui signifie typage. L'ensemble de duck typing signifie donc typage canard. Néanmoins, ça ne va pas beaucoup vous avancer si je vous le dis ainsi. Derrière ces mots un petit peu barbares se cache une philosophie qui dit littéralement « si ça marche comme un canard, si ça fait le bruit d'un canard, ça ressemble suffisamment à un canard pour nous pour le traiter comme un canard ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Cela signifie que Python est plus intéressé par le comportement que par la nature réelle des objets. Jusqu'ici, je vous ai un peu embêté avec les types, les entiers, les chaînes de caractères, et là, maintenant, nous allons voir les listes. Tous ces objets ont des caractéristiques qui sont plus importantes. À chaque fois que vous allez entendre parler d'une caractéristique, ce sera généralement un mot qui finira par able, able. Ce suffixe en anglais signifie être capable de. En Python, nous avons plusieurs mots qui signifient qu'un objet a une capacité ou pas. Nous avons les indexables, nous avons les sliceables, nous avons les itérables. Voilà. Et beaucoup d'autres possibilités, ceci étant les trois les plus importants pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Indexable veut dire que l'on peut indexer une structure de données. Sliceable veut dire que l'on peut la slicer et itérable veut dire qu'on peut itérer. Ça fait encore du vocabulaire et c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Indexer veut simplement dire que l'on peut récupérer à un index particulier un élément de notre objet. Par exemple, dans les listes, vous avez des objets qui sont à des index en particulier. L'index 0, 1, 2, 3 ou 4. Si on peut récupérer un élément à un index en particulier, par exemple je veux juste cet élément ou juste cet élément, alors on dit que l'objet est indexable. Les listes sont indexables, mais même les chaînes de caractères sont indexables. Si vous avez le mot chat, vous pouvez tout à fait vouloir récupérer juste la lettre A avec son index. Cela se fait avec la syntaxe crochet-crochet, exactement comme pour les listes. Sliceable signifie que l'on peut découper en tranches. To slice, c'est découper en tranches. Ça signifie que l'on peut découper en tranches son objet. Par exemple, si on veut récupérer cette partie-ci, l'élément 1, 2 et 3, on peut récupérer une tranche de notre petite liste. Les listes sont sliceables, les chaînes de caractères sont sliceables, et vous en verrez d'autres par la suite qui le sont également. Slicer un objet se fait avec la même syntaxe que pour l'index, mais on va rajouter 2 points à l'intérieur. Nous le verrons sur le terminal tout à l'heure. Enfin, itérable signifie que l'on peut prendre les éléments un par un pour les traiter dans une boucle. Itérable signifie en fait que l'on peut itérer, c'est-à-dire prendre celui-là, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. C'est généralement ce qu'on va utiliser dans une boucle for. Encore une fois, les chaînes de caractères sont itérables et les listes sont itérables. A l'inverse, un entier, par exemple, n'est ni itérable, ni sliceable, ni indexable. Il existe des types qui ont certaines caractéristiques et pas d'autres. Les sets, que nous verrons plus tard, sont par exemple itérables, mais pas indexables et pas sliceables. Les dictionnaires, que nous verrons aussi plus tard, sont indexables et itérables, mais ne sont pas sliceables. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir toute cette technicité. Sachez simplement que quand vous avez ce suffixe qui est à la fin d'un mot, cela signifie qu'on a une capacité ici qui est dans l'objet et que l'objet peut faire quelque chose et que nous sommes intéressés par la capacité de cet objet. Voilà, nous pouvons retourner sur le terminal. Bien, gardez ces éléments dans un coin de votre tête. Ce n'est pas très important si vous ne vous en souvenez pas parfaitement, mais je vous ferai un petit rappel au fur et à mesure. Les listes sont des collections d'éléments ordonnés.
C'est-à-dire qu'on va rajouter des éléments dedans au fur et à mesure, et ces éléments seront dans un ordre précis, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on les a insérés. Créons par exemple une liste de fruits. Ceci est une liste vide. On la crée en utilisant des petits crochets. Vous avez donc ici une étiquette qui pointe sur un objet de type liste. Si je fais type sur fruit, vous voyez que c'est un type liste. On peut rajouter des objets dedans en utilisant ce que l'on appelle une méthode. Une méthode, c'est une fonction qui est attachée à un objet. Ainsi, en utilisant fruit.append, le point est important, cela signifie qu'append s'applique à cette liste de fruits, on va rajouter des chaînes de caractères dans ma liste. Je vais rajouter une banane. Si vous regardez le contenu de fruits à nouveau, vous voyez que maintenant il contient une banane. Si je fais append de nouveau, append voulant dire ajouter à la fin en anglais, et que je rajoute cette fois-ci une pomme, vous voyez que ma liste contient maintenant 2 éléments. Il est tout à fait possible de créer une liste qui contient déjà des éléments. Créons par exemple des légumes. Au lieu de créer une liste vide, je vais directement créer une liste avec du céleri et dedans des carottes. Une carotte. Et voilà. Je peux également, dans ces légumes, rajouter un nouvel élément. Du poireau. L'opération append prend donc cette liste qui ressemble à un tableau à une seule dimension et rajoute un élément à la fin. Il est possible d'accéder à un élément en particulier dans mon tableau. Cet accès s'appelle l'indexation. C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'explication sur le vocabulaire, je vous ai dit que certains éléments étaient indexables. Les listes sont indexables. Néanmoins, elles sont indexées à partir de 0. Le premier élément est noté 0, le deuxième élément est noté 1 et le troisième élément est noté 2. Par exemple, si je prends fruit et que je fais entrée, j'ai 2 éléments, banane et pomme. Le premier est à l'index 0. Je peux le récupérer en faisant crochet, 0, crochet. Le deuxième est à l'index 1 et je peux le récupérer de cette manière. Il est possible de sélectionner une partie de n'importe quel tableau, pas juste de fruits. On peut faire la même chose sur légumes. 1, 2 et 3, sachant qu'on est toujours en train de partir de 0. Il est même possible de mettre des nombres négatifs afin de partir de la fin. Je récupère ainsi poireau et carotte et céleri. On peut modifier une partie du tableau en utilisant la même syntaxe que pour y accéder, par exemple 0, et ensuite en utilisant le signe égal. Par exemple, si je souhaite remplacer céleri par patate, mes légumes contiennent maintenant les pommes de terre à la place du céleri. Si vous tentez d'accéder à un index qui n'existe pas, par exemple 99, Python vous lèvera une erreur, index error, l'index de la liste is out of range, c'est-à-dire en dehors de la portée limite. Les listes ne sont pas les seules indexables. Vous en avez déjà rencontré au moins un, les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont en fait indexables. Les chaînes de caractères sont en effet indexables, et quand on récupère un élément, on récupère en vérité une chaîne de caractères qui contient la seule lettre qui était à cet endroit. Par exemple, si je fais une phrase « Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits », je peux récupérer une des lettres de la phrase en utilisant un index. La différence entre les listes et les chaînes de caractères est que la chaîne de caractères, elle, ne peut pas avoir un de ces éléments qui est modifié. On obtient un type error, une erreur de type. L'objet string ne supporte pas l'assignement d'un élément. La liste est particulièrement utile pour faire des collections de choses. Par exemple, vous pouvez utiliser la liste pour pouvoir cumuler toutes les saisies d'un utilisateur.
Imaginez que vous vouliez demander à un utilisateur quelles sont ses couleurs préférées. Vous pouvez créer une liste et ensuite initialiser une réponse à none, puis faire un while tant que la réponse est différent de stop. 1, 2, 3, 4, couleur.append, input, entrez le nom d'une de vos couleurs préférées. Nous allons mettre 2 guillemets simples puisque nous avons une apostrophe. Voilà. 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 Alors, on va mettre du bleu, on va mettre du rouge, on va mettre de l'orange, et ensuite on va mettre stop. Ah, une petite erreur ici. J'ai écrit un bug dans mon programme. Je fais un test sur réponse, mais je ne rajoute réponse nulle part. C'est typiquement donc une boucle infinie que nous venons de créer. Nous allons sortir d'ici, et nous allons corriger cette problématique. Nous allons recréer couleur, et la remettre à 0, recréer réponse, et la remettre à 0, puis refaire le while, refaire l'input, la mettre dans la réponse, et ensuite ajouter la réponse à nos couleurs. Nous allons entrer à nouveau bleu, à nouveau rouge, à nouveau orange, puis stop. Là, je sors de ma boucle et j'ai la liste des couleurs qui a été saisie. Néanmoins, vous voyez que j'ai eu stop au bout qui a été rentré puisque je n'ai pas mis une condition disant que si j'étais à stop, je ne devais pas faire un append. Je veux donc m'en débarrasser. On peut se débarrasser d'un élément en particulier en utilisant pop. Pop va toujours retirer le dernier élément. Si vous lui passez, vous pouvez demander à pop de retirer un élément en particulier en lui donnant un indice. Par exemple, si je veux retirer le premier élément, je vais mettre 0 et cela va retirer bleu. Cela supprime donc une case dans mon tableau. On peut également insérer des éléments au début de la liste ou n'importe où dans la liste en utilisant insert. Insert prend également un index, par exemple 1, ce qui va nous insérer l'élément entre rouge et orange, et ensuite de choisir une couleur, par exemple mauve. Et l'élément sera inséré quelque part au milieu de notre liste, au bon index. Les listes sont donc modifiables. On dit qu'elles sont mutables. Je vous avais dit que tous les mots qui finissaient en able étaient généralement la description d'une caractéristique. Et en Python, il y a deux types d'objets, les mutables et les immutables, c'est-à-dire les modifiables et les non modifiables. Les chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Quand vous faites une opération sur une chaîne de caractères, vous créez une nouvelle chaîne. Les entiers ne sont pas modifiables. Quand vous faites une opération sur un entier, par exemple quand vous faites 1 plus 1, vous n'êtes pas en train de modifier un entier précédent, vous êtes en train de créer un nouvel entier. Quand vous faites âge égale 1 et ensuite âge égale âge plus 1, vous ne modifiez pas âge, vous prenez l'ancienne valeur de âge, vous créez un nouvel objet qui a les valeurs de âge plus 1, et ensuite vous réattachez l'étiquette âge à ce nouvel objet. Ainsi, les entiers ne sont pas modifiables, ils sont non mutables. Mais les listes, elles, sont bel et bien mutables, on peut leur ajouter et leur retirer des éléments, et cela modifie la liste en cours. Les listes sont de taille infinie, vous n'avez pas besoin de choisir à l'avance quelle est la taille de votre liste. Attention néanmoins, infini signifie essentiellement qu'il n'y a pas de limite théorique, mais il y a une limite très pratique, c'est la mémoire de votre ordinateur. Si vous la remplissez de millions et de millions d'éléments, au bout d'un moment, votre mémoire d'ordinateur va saturer.